le film le plus communiste d'animation des années 2000, c'est Robot. Oui, le film avec les robots en métal, celui avec le gros cul. Karl Marx aurait adoré ce film. Enfin, je pense que déjà, il se serait dit, putain, c'est quoi le cinéma? Mais je vous assure que Robot, c'est le meilleur film communiste pour enfants. Et tu ne t'en es peut-être même pas rendu compte. Parce que Robot raconte l'histoire d'un monde où les riches contrôlent les pièces détachées. Ils arrêtent de produire certaines pièces pour forcer les plus pauvres à acheter des upgrades. Résultat, si tu n'as pas d'argent, si tu es pauvre, tu finis à la casse. C'est littéralement une critique de l'obsolescence programmée en 2005 et une métaphore du capitalisme, de la société de consommation qui consomme les corps de la classe ouvrière. Le méchant, c'est un industriel qui veut éliminer les anciens modèles. Le héros, lui, il veut réparer tout le monde, gratuitement. Il croit que chacun a de la valeur, peu importe son état. Et à la fin, désolé du spoiler, les travailleurs s'unissent pour reprendre le contrôle de l'usine, des moyens de production. C'est vraiment Karl Marx. Lutte des classes, solidarité ouvrière, critique du capitalisme. Encore une fois, le film est sorti en 2005, en pleine montée contre les grandes corporations américaines. Blue Sky, le studio derrière l'âge de glace, ne fait pas juste un film pour enfants, il parle d'un système. Et je suis pas le seul d'ailleurs à le dire. Beaucoup d'analystes ont souligné comment les films pour enfants intègrent des messages sociaux dans leurs films. Et Robot est l'un des plus explicites. Et certaines critiques disent que le film va beaucoup plus loin qu'un certain message soit gentil. C'est une vraie révolution où la classe ouvrière se soulève et renverse l'élite. Dans un récit qui célèbre l'égalité, la réparation, la solidarité contre le profit. Alors dis-moi, je suis le seul? C'est juste un film pour enfants, Robot? Ou un manifeste marxiste déguisé? Dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle de cinéma, de tout type de cinéma. Puis tant de Fanny quoi. Ah, J'adore David Bowie, le chanteur évidemment, mais aussi l'acteur. D'ailleurs, le meilleur film de David Bowie, selon moi, non, ce n'est pas Arthur et les Minimoys. Oui, c'est lui qui joue Malthazar. Voilà, désolé de cette information. Bref, ce n'est pas Labyrinthe, ce n'est pas The Man Who Fell on Earth, désolé. C'est Merry Christmas, Mr. Lawrence, ou Furio en français. Envie de canner sur cette trad. Un film de guerre qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Mais Furio, ce n'est pas vraiment un film de guerre, c'est un film de regard. Pense à t'abonner au passage, parce que c'est pas gratuit ce que je raconte. Ici, on parle de cinéma, de tout type de cinéma. Le film se déroule dans un camp de prisonniers japonais, avec des soldats britanniques. Et il y a une tension qui ne passe jamais par les armes. Le vrai champ de bataille, c'est pas la guerre, c'est le désir. Parce que le personnage joué par David Bowie fascine son geôlier. Il l'attire, il l'obsède, il le déstabilise. Et cette attirance devient une lutte de pouvoir au sein du camp. C'est ce qui fait jouer les relations de domination entre les prisonniers et les japonais. Dans Furio, le conflit n'est pas seulement culturel, entre deux nations, deux idéologies, comme dans le pont de la rivière Kouai. Non, il est intime. Entre l'honneur et le trouble. Entre la rigidité militaire et quelque chose de plus fragile, de plus humain. De plus gay, mon dieu, ce film est tellement gay. Et ça marche trop bien. Et tout ce délire de retenue, c'est la force de Bowie. Il ne joue pas la rockstar, il joue le mystère, avec sa part de vulnérabilité et toujours cette provocation silencieuse. Et puis il y a la musique de Sakamoto, qui transforme chaque scène en tragédie élégante. Furio, c'est peut-être le film le plus sensuel que j'ai vu, bien plus que Hurlevent, je lâcherai pas l'affaire avec le film, et le plus douloureux de la carrière de Bowie. Un film où le désir devient une arme. Et c'est pour ça que pour moi, c'est son meilleur rôle. Est-ce que vous connaissiez Furio? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je dis? Dites-le moi dans les commentaires, et pensez à vous abonner. Malthazar dans Arthur et les Minimoys. Et c'est qui déjà qui joue le père? Robert De Niro, bah putain. Tu manges au cinéma? Je déteste les gens qui mangent au cinéma. Le bruit, l'odeur, le sachet que la personne va ouvrir pendant la scène la plus silencieuse du film. Et en plus, ça dure 1000 ans à chaque fois. Et ça va, en France, on a de la chance. Parce que j'ai vécu au Canada. Et là-bas, c'est pizza, hot dog, poutine en pleine séance. Du coup, je vous laisse imaginer l'odeur dans la salle fermée. Du coup, en France, c'est plutôt soft, hein. C'est des chips, des bonbons et des pop-corn. Sauf que ça croustille, hein, tout ça. Pour moi, le cinéma, c'est un lieu de concentration. Un lieu presque sacré. On est là pour écouter, regarder, ressentir. Pas pour entendre quelqu'un fouiller dans un seau de pop-corn XXL. Mais je dois être honnête, la majorité des bénéfices d'un cinéma, c'est-à-dire l'un de mes lieux préférés sur Terre, ne vient pas de mon billet, elle vient de la confiserie. Il y a des cas où c'est 70% ou 80% des bénéfices d'un cinéma, ils ne viennent pas du ticket, non, ils viennent de la confiserie. Puisqu'après, hein, le reste, je vous rappelle que votre ticket de cinéma, ça va partir pour les prods, les distributeurs, etc. Les pop-corn, les boissons, c'est ça qui fait vivre vraiment les salles. Oui, mais moi, mon cinéma au quartier latin, il propose rien de tout ça et pourtant il survit. C'est super, Jean-Valentin, mais si tu pouvais éviter d'avoir le syndrome du personnage principal et que le monde entier ne fonctionne pas comme le quartier latin, on pourrait en reparler. Parce que pour les salles de cinéma, le popcorn et le soda ont un coût très faible, alors que leur prix de vente est très élevé. Et oui, on pourrait s'en plaindre, mais grâce à ça, ils font des énormes bénéfices, et donc ils peuvent se permettre d'exister, surtout aujourd'hui en 2026. Mais après, ça me fera quand même toujours chier. En plus, pour avoir travaillé dans un cinéma, nettoyer une salle après une séance, c'est un champ de bataille, surtout à l'époque de Star Wars. J'ai déjà retrouvé un tacos entamé sous un siège. Un tacos. Donc oui, hein, ça m'agace, mais sans ces ventes, beaucoup de cinémas ne survivraient pas. Et en fait, en réalité, le problème, c'est pas de manger, c'est le manque de respect. Mangez si vous voulez, mais respectez la salle. Respectez le film et respectez les gens autour. Parce que le cinéma, ça reste un lieu collectif, même si vous êtes deux dans la salle. Bref, allez-y, défoncez-moi en commentaire, ou défendez-moi, hein, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que vous mangez, vous, au cinéma? Pensez également à vous abonner. Ici, on parle de cinéma, de tout type de cinéma.
Marty Supreme, c'est peut-être le meilleur film sur la mégalomanie. Et j'ai adoré détester ce film. Ce film m'a épuisé. Il dure 2h30 et il m'a donné l'impression d'en durer 4. Et c'est un compliment. Parce que tu regardes pas un homme réussir. Tu regardes un homme qui veut être Dieu. Bon, du ping-pong, mais Dieu. Marty Supreme ou Mickey Mouser, c'est un personnage pathétique, mégalomane, obsédé par sa propre légende. Il écrase tout, il entraîne tout le monde dans sa chute, et le film ne le sauve jamais vraiment. Safdie, il ne filme pas la réussite, il filme le poids de l'ego. La caméra, elle est collée au visage de Marty, le montage est nerveux, la musique, elle est saturée, tout est trop proche, trop fort, trop intense. En fait, tu ne regardes pas son ego, tu le subis. Tu es épuisé à regarder ça, tout comme les gens autour de lui. Safdie arrive à transformer la mégalomanie en expérience physique. Parce que selon moi, c'est pas totalement un portrait flatteur. En fait, c'est une autopsie de l'ego. Et vraiment, faut que Timothée Chalamet aille choper cet Oscar, parce qu'il rend à la fois le personnage impossible à aimer et impossible à quitter des yeux. Alors je sais pas ce que tu préfères, les films qui glorifient l'ambition ou ceux qui les démontent. Perso, je trouve que le film a fait les deux en même temps. Et c'est la plus grande force du film. Donc si vous n'avez pas encore vu Marty Supreme et que vous hésitez à le voir, faites confiance à Samuel Prod et foncez le voir directement. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, car ici on parle de cinéma, de tout type de cinéma. Putain, et le chien. Ok, prenez une seconde, Gérard Depardieu, Renaud et Johnny Hallyday. Non, c'est pas la liste d'Epstein. Prenez ces trois gars dans un même film. Bah ça existe, ça s'appelle Wanted, ils vont braquer l'Amérique. Et rien que pour ça, c'est déjà un ovni cinématographique. C'est littéralement le cinématique univers des alcooliques. Je pense que le budget de clope et whisky dépassait celui des scènes d'action. Et en fait, le plus absurde, c'est que c'est même pas vraiment un film français. Wanted, c'est majoritairement une production américaine, réalisée par un certain Brad Meerman, qui a voulu faire un film de gangster à l'américaine avec des Français. Et le film se passe majoritairement aux États-Unis. Le film, il est sorti dans les années 2000, et ça se voit tellement qu'il essaye de surfer sur le cinéma de Guy Ritchie, comme Snatch par exemple, avec un montage nerveux, des personnages caricaturaux, voix off et violence cartoon. Sauf que ça marche jamais vraiment. Le ton est bancal, les acteurs ne sont pas toujours à l'aise en anglais, bon en français non plus d'ailleurs, et surtout personne ne sait à qui le film s'adresse. Trop américain pour le public français, trop bizarre pour le public américain. Surtout que aux US, Renaud et Johnny, personne les connaît. Il y a Gérard Depardieu qui a quand même une carrière internationale. Et Harvey Keitel. Je sais vraiment pas ce qu'il fout là. Et les fans de cinéma voyaient trop le copier-coller avec Guy Ritchie pour prendre le film au sérieux. Résultat, moins de 300 000 entrées en France, un flop total aux États-Unis. Ce qui est fou quand on voit le casting. Le trio que je vous ai cité, ils sont normalement capables d'attirer un énorme public en France. Mais ça n'a pas pris, vraiment pas, et le film est tombé dans l'oubli. Alors attention, du coup, Wanted, c'est vraiment un mauvais film. Mais c'est un mauvais film fascinant. Le genre de film en fait qu'on ferait peut-être plus aujourd'hui. Bon, pour des raisons juridiques et éthiques, et il y a un mec qui est mort aussi, mais surtout pour des raisons de planification. Parce que j'ai vraiment l'impression que le film a été chapeauté à la va-vite, sans plan stable. Or, aujourd'hui, avec un casting de cette envergure, que ça soit français ou américain, il y a 500 personnes qui passent sur le projet pour voir que tout est ok, etc. Que ça soit sur le plan créatif comme marketing. Donc je pense très sincèrement qu'un film comme ça ne pourrait pas revoir le jour. C'est-à-dire un film absurde, bancal, raté, avec un énorme casting. Mais encore une fois, le film il est vraiment unique. Et parfois en cinéma, c'est presque plus intéressant comme ça. C'est plus intéressant qu'un film tiède, formaté. Après, c'est vraiment un nanar. Mais si vous voulez être curieux et vous moquer, foncez le voir. Et vous connaissez Wanted? Vous l'aviez vu? Dites-le moi dans les commentaires et pensez à vous abonner. Ici, on parle de cinéma, de tout type de cinéma. À quoi sert le cinéma? Putain, je l'ai dit comme le fossoyeur de film. Mais ici, c'est pas le fossoyeur de film, c'est Samuel Prod. Alors si tu aimes le cinéma, tout type de cinéma, n'hésite pas à t'abonner. Mais du coup, vraie question, à quoi sert le cinéma? On pourrait dire divertir, mais c'est beaucoup plus que ça. Déjà, le cinéma, eh bien, c'est une arme. Bang, bang, bang. Ouais, ok, j'arrête. Par exemple, prenons Hollywood. C'est pas juste du divertissement, c'est du soft power. For sure. Grâce à Hollywood, nous Français, on a grandi avec des codes américains. Leur idée du héros, leur idée de raconter des histoires et leur façon de voir le monde. Le cinéma exporte une culture, et quand la culture s'exporte, elle influence. Mais le cinéma, c'est pas que ça, c'est aussi une mémoire. Il capture une époque, des classes sociales, des tensions, des idéologies. Regarde les films italiens des années 60 ou le cinéma américain post-Vietnam, ou même les comédies françaises des années 70, c'est un peu de la sociologie filmée. Que ça soit du documentaire comme de la fiction, hein. Ah oui, et évidemment, le cinéma c'est politique, même quand il prétend ne pas l'être. Choisir ce qu'on montre et comment on le montre, c'est déjà prendre position. Mais le cinéma, ce n'est pas qu'un outil idéologique. Par exemple, Godard disait que le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde. Et même Jacques Aumont, dans son livre À quoi sert le cinéma, parle de plusieurs façons de à quoi pourrait servir le cinéma, mais parle également du vecteur économique. Et oui, c'est une industrie, des milliers de personnes en vivent, voire peut-être même des millions. Les techniciens, les artistes, les salles, les festivals. Sa fonction, elle est donc multiple. Elle est économique, politique, sociale, culturelle. Alors à quoi ça sert le cinéma? Je dirais avant tout à comprendre le monde, à le questionner ou à le fuir. Le cinéma, ça sert à la fois à divertir et à nous faire réfléchir, à vivre d'autres vies, à raconter d'autres points de vue et à changer notre regard sur la société. Et si ça ne servait à rien, pourquoi j'ai décidé de tourner ma vie autour de cet art? Pourquoi ça me touche autant? J'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. Si toi tu l'as, n'hésite pas à la balancer dans les commentaires et comme dit au début, n'hésite pas à t'abonner. Ici on parle de cinéma, de tout type de cinéma.